C'était le jour que j'attendais depuis des mois. Sur la table de la cuisine, mon sac de voyage était bouclé depuis la veille, mes médicaments rangés dans la pochette zippée, mon passeport glissé dans la poche extérieure. J'avais même repassé ma robe en lin bleu, celle que mon mari m'avait offerte il y a longtemps, que je gardais pour les occasions importantes. Ce matin-là, je me suis levée à 6 heures, j'ai bu mon café en regardant le jardin, et j'attendais l'appel de mon fils pour confirmer l'heure de départ. Mon téléphone a vibré. Un message, pas un appel. « Maman, on a réfléchi avec Sandrine. On préfère partir seul cette année. C'est des vacances en famille. Tu comprendras. » Je suis restée immobile, le téléphone dans la main, les yeux fixés sur ces deux phrases, des vacances en famille. Et moi, alors? Depuis quand une mère n'est-elle plus la famille? Je m'appelle Françoise Lemarié. J'ai 64 ans. Je vis seule dans un pavillon de banlieue à Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard, depuis que mon mari René est décédé il y a 10 à 7 ans d'une crise cardiaque foudroyante. Il avait 52 ans. Notre fils Julien en avait 10 à 9. Du jour au lendemain, j'ai porté seul le poids de tout. Les factures, le crédit de la maison, l'éducation de Julien et le deuil que je n'avais pas le temps de traverser vraiment parce qu'il fallait continuer à fonctionner. J'ai travaillé 22 ans comme secrétaire comptable dans un cabinet d'expertise à Avignon. Pas un métier glamour, mais un métier solide, qui m'a permis de ne jamais rien demander à personne. Julien a fait ses études de gestion à Montpellier. Je payais son loyer, sa mutuelle étudiante, ses livres. Quand il a décroché son premier poste dans une PME logistique à Lyon, j'étais fière comme je ne l'avais jamais été de ma vie entière. C'est à Lyon qu'il a rencontré Sandrine. Elle était responsable commerciale dans une entreprise concurrente, grande, sûre d'elle, issue d'une famille aisée de la région lyonnaise. Au début, j'ai trouvé qu'elle avait du caractère. Je me disais que c'était bien, qu'une femme avec de la personnalité lui ferait du bien. Leur mariage, 3 ans plus tard, était une belle cérémonie dans un domaine viticole du Beaujolais. J'ai pleuré de joie. J'avais préparé un discours que personne ne m'avait demandé de lire. Les premières années ont semblé normales. Enfin, c'est ce que je croyais. Julien m'appelait le dimanche, parfois. Quand il ne rappelait pas, je me disais qu'il était occupé, que c'était normal d'avoir sa vie. Quand il venait me voir à Villeneuve 2 ou 3 fois par an, Sandrine restait souvent dans la voiture ou sur son téléphone. Je mettais ça sur le compte de la timidité. J'essayais de ne pas mal l'interpréter. Ce qui m'a d'abord mise mal à l'aise, c'est une phrase anodine, en apparence. C'était au printemps, lors d'un déjeuner chez moi. J'avais préparé un gigot d'agneau, la recette de ma mère. Sandrine a regardé son assiette et a dit, avec ce sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux, « On essaie de manger moins de viande rouge maintenant, c'est dommage que tu ne nous aies pas prévenus. » Julien n'a rien dit. Il a regardé ailleurs. Puis est venu le premier Noël sans invitation. Ils avaient préféré partir dans la famille de Sandrine, en Savoie. J'avais appris par hasard, en voyant les photos sur le téléphone de Julien quand il était passé, me rendre quelques affaires début janvier. Sur ces photos, toute la famille de Sandrine souriait devant un chalet enneigé. Il y avait même les grands-parents maternels, le frère de Sandrine et ses 3 enfants. Pas moi. Quand je lui en avais parlé doucement, il avait haussé les épaules. « On ne peut pas être partout, maman. Tu aurais pu venir chez tante Michel. » Tante Michel, ma belle-sœur avec qui je n'avais plus que des rapports de politesse depuis des années. Il le savait. Malgré tout, j'ai continué à donner. C'est ce que les mères font, ou du moins ce que je croyais qu'elles devaient faire. Quand ils ont voulu acheter un appartement plus grand pour accueillir le bébé qu'ils attendaient, l'apport personnel était insuffisant pour obtenir le prêt seul. Julien m'a appelé, gêné mais direct. « Maman, tu pourrais nous aider? Juste le temps qu'on ait le crédit, tu te porterais caution. » Je ne me suis pas contentée de me porter caution. J'ai sorti 35 000 € de mon épargne, constituée centime par centime depuis 20 ans, pour compléter le rapport. C'était presque tout ce que j'avais mis de côté pour ma retraite. Julien m'avait dit, « Tu es la meilleure. On te rembourse dans 2 ans, promis. » 2 ans ont passé, puis 3. L'argent n'est jamais revenu. Leur fils Hugo est né en mars. J'ai appris la nouvelle par SMS, le soir même de l'accouchement. Un SMS collectif, visiblement envoyé à plusieurs personnes en même temps. Hugo est arrivé, 3, 2 kilos, tout va bien. Quand je suis allée à la maternité le lendemain avec une brassière tricotée à la main et un bouquet de pivoine rose, Sandrine était entourée de sa mère, de sa sœur et de 2 amis. Il y avait des ballons et des fleurs partout. J'ai posé mes cadeaux sur la table de nuit. J'ai embrassé Hugo pendant 3 minutes et Sandrine m'a dit qu'il fallait qu'il dorme.
Je suis repartie en voiture et je me suis garée sur le parking du supermarché 2 rues plus loin. J'ai pleuré seule pendant un quart d'heure, puis j'ai redémarré. Quand Hugo a eu 2 ans, Julien m'a demandé un autre service. Il voulait refaire l'isolation thermique de l'appartement pour bénéficier d'aide de l'État, mais il fallait avancer les travaux avant le remboursement. « Maman, c'est juste 8 000 €, on te les rend dès qu'on reçoit la prime énergie. » J'ai donné. La prime énergie est revenue vers eux. L'argent, pas vers moi. Ce matin de juin, avec mon sac bouclé et ce message sur l'écran, j'ai fait le calcul pour la première fois vraiment. Pas tête, mais sur un bout de papier. 35 000 € d'apport, 8 000 € de travaux, les années d'études, loyer, courses, mutuelles, billets de train, les petits dépannages réguliers depuis son mariage, la voiture en panne, le congélateur à remplacer, le billet d'avion quand Sandrine voulait aller voir ses amis à Barcelone et que leur budget était serré. En tout, je dépassais les 60 000 €. 60 000 €. Et je n'étais pas de la famille. Je n'ai pas répondu au message tout de suite. Je suis allée m'asseoir dans le jardin, dans le vieux fauteuil en rotin que René avait acheté lors de notre premier été ici. J'ai écouté les cigales. J'ai réfléchi longtemps. Et pour la première fois depuis des années, ce que j'ai ressenti n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus tranchant. Le lundi matin, j'ai appelé Maître Arnaud Villeneuve, le notaire de famille que je consultais depuis la succession de René. Je lui ai demandé un rendez-vous urgent. Il m'a reçu le mercredi. Je lui ai tout apporté. Les relevés bancaires prouvant les virements, les SMS de Julien demandant les sommes, le document de caution solidaire que j'avais signé pour le prêt immobilier. Maître Villeneuve a lu attentivement, a reposé ses lunettes sur son bureau et m'a regardé avec une expression sérieuse. « Madame le marié, les virements que vous avez effectués peuvent juridiquement être requalifiés en prêt si vous n'avez jamais signé d'acte de donation. Avez-vous conservé les messages dans lesquels votre fils vous promettait un remboursement ?» J'avais tout, chaque SMS. J'avais l'habitude de faire des captures d'écran depuis des années, sans vraiment savoir pourquoi. Peut être que, quelque part, je savais. Dans ce cas, vous avez parfaitement le droit de mettre en demeure votre fils de rembourser ces sommes. La prescription pour ce type de créance est de 5 ans. Vous êtes dans les délais pour la majorité des montants. Il a marqué une pause avant d'ajouter, doucement. Je peux rédiger la mise en demeure dès cette semaine, si vous le souhaitez. Mais réfléchissez bien. Les conséquences familiales seront importantes. Je l'avais regardé droit dans les yeux. Maître, je réfléchis à ça depuis 10 à 7 ans. Je suis prête. La mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée, avec accusé de réception un mardi matin. Julien et Sandrine étaient en vacances à Arcachon. Je le savais parce que Hugo avait montré une photo de la plage en visioconférence avec moi la veille. Julien n'avait pas encore appelé pour m'en parler. Je suppose qu'il n'avait pas vu le courrier. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis René. Je suis allée chez le coiffeur. Pas pour un entretien rapide, pour une vraie transformation. J'ai raccourci mes cheveux, j'ai laissé ma couleur naturelle revenir, ce blanc mêlé de gris que je cachais depuis 10 ans parce que j'avais l'impression de devoir paraître encore active, encore utile, encore présentable pour les autres. En sortant du salon, j'ai croisé mon reflet dans la vitrine. Je me suis reconnue, vraiment reconnue. Le soir même, j'ai reçu un appel. Julien. Sa voix était différente, tendue, avec ce tremblement qu'il avait enfant quand il avait fait quelque chose de mal et qu'il cherchait comment le formuler. « Maman, c'est quoi cette lettre ?»« C'est une mise en demeure de remboursement, Julien. Tu l'as lue. »« Oui, mais tu ne peux pas faire ça. C'était de l'entraide familiale. Tu m'as écrit que tu me remboursais. J'ai les messages. » Un silence long. Puis, « C'est Sandrine qui t'a fait quelque chose ? C'est pour les vacances ?» Cette question m'a traversée comme une lame froide. Comme si le seul mobile possible pour que je défende mes droits était une rancune, une réaction émotionnelle, un caprice de vieille femme blessée. Non, Julien, c'est pour les 62 000 € que tu m'as empruntés en 10 ans et que tu n'as jamais rendus. Bonne nuit. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis longtemps, mes mains ne tremblaient pas. Le lendemain, Sandrine m'a appelée. Je ne m'y attendais pas. Sa voix avait cette douceur artificielle qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. « Françoise, je pense qu'on peut régler ça en famille, non ? Sans avocat, sans lettres officielles. Ce n'est pas bon pour Hugo que ses grands-parents soient en conflit. » Hugo. Elle utilisait Hugo. J'ai fermé les yeux une seconde. « Sandrine, quand tu as décidé que je n'étais pas de la famille pour les vacances, tu aurais dû y penser aussi. Ce que j'ai envoyé à Julien, c'est une demande de remboursement de prêt.
C'est une question entre lui et moi. Tu veux nous mettre dans une situation impossible. On a un crédit, des charges. Je sais. J'ai aussi payé une partie de ce crédit. Elle a raccroché. Je suis allée me faire un thé. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais pas anticipé. 3 semaines après la mise en demeure, Maître Villeneuve m'a rappelé avec une voix inhabituelle. « Madame le marié, il y a du nouveau. » Le conseil de Julien m'a transmis des éléments dans le cadre de la négociation, parmi les documents qu'ils ont produits pour défendre leur position. Il y a une série d'échanges de messages entre votre belle-fille et sa sœur. Quel genre d'échanges? Des messages dans lesquels Sandrine explique, je cite approximativement, qu'il fallait maintenir le lien avec la belle-mère tant que la situation financière n'était pas stabilisée, et qu'une fois le crédit remboursé, et Julien promu, on pourrait prendre nos distances sans risque. Il y a aussi un message où elle écrit explicitement que l'argent de votre apport ne sera jamais rendu parce que juridiquement il n'y a rien de signé. J'ai posé ma main sur la table pour me stabiliser. Comment ces messages sont-ils apparus? La sœur de Sandrine les a transmis à leur avocat commun par erreur, en pensant envoyer autre chose. Ce sont des éléments qui ne peuvent maintenant plus être ignorés. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre le jardin, les rosiers que j'avais plantés avec René, le vieux figuier au fond. Ce n'était pas de la négligence. C'était calculé depuis le début. C'est ce que ces messages suggèrent, oui. Ce n'était plus une question de 62 000 €. C'était 10 à 7 ans de ma vie d'adulte qui prenaient un sens différent. Le sourire poli de Sandrine au mariage. Sa patience sélective lors des visites. Sa manière de me tolérer sans jamais vraiment m'inclure. Tout s'était construit sur une décision froide. Utiliser la mère jusqu'à ce qu'elle ne serve plus. Julien a rappelé 4 jours plus tard. Sa voix n'avait plus la même tension défensive. Elle avait quelque chose de cassé. « Maman, j'ai vu les messages. Sandrine et moi. On a eu une conversation très difficile. Elle reconnaît les avoir écrits, elle dit que c'était dans un moment de stress, que ce n'est pas ce qu'elle pensait vraiment. Et toi, tu la crois? » Une long silence. « Je ne sais plus ce que je crois. Je suis désolée, maman. Pour tout. Pour les vacances, pour l'argent, pour toutes ces années où j'ai laissé faire. Julien, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire accepter de disparaître. » Il a pleuré. Je l'ai laissé pleurer sans essayer de le consoler tout de suite. Parfois, les larmes sont nécessaires. Dans les semaines suivantes, j'ai appris par des voies indirectes que Julien et Sandrine traversaient une crise sérieuse. Sa sœur, Élise, m'avait envoyé un message inattendu. Élise que je n'avais croisée que 4 ou 5 fois en 10 ans, une femme discrète et honnête, qui semblait avoir toujours gardé ses distances avec les manœuvres de sa sœur. Françoise, je voulais vous dire que je ne cautionnais pas le comportement de Sandrine. Je n'ai pas su comment intervenir. Je suis navrée pour ce que vous avez traversé. Hugo vous aime vraiment, vous savez. Cette phrase sur Hugo m'a arrêtée. Hugo, mon petit-fils de 3 ans, qui m'appelait Mémé Françoise avec son accent du Sud qu'il avait attrapé je ne sais où, qui demandait toujours si j'avais des biscuits dans mon sac. Lui n'avait aucune part dans tout ça. J'ai répondu à Élise que je voulais continuer à voir Hugo, quelle que soit l'issue entre les adultes. Maître Villeneuve m'a informé quelques jours plus tard que Julien et Sandrine proposaient un accord amiable. Ils reconnaissaient le caractère de prêt des sommes versées et proposaient un remboursement échelonné sur 4 ans, avec les intérêts légaux. Pas la totalité immédiatement, ce qui était matériellement impossible avec leurs charges, mais un engagement signé, notarié, contraignant. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? C'est une proposition raisonnable et sécurisée juridiquement. Vous récupérez l'intégralité des sommes. Et l'accord inclut une clause de reconnaissance explicite du caractère de prêt, ce qui ferme toute porte à une contestation future. Je l'accepte. Préparez les documents. Ce n'était pas une victoire. Ce mot ne correspond pas à ce que j'ai ressenti. C'était une clôture, comme quand on referme proprement un livre qu'on a mal commencé. Ce que je n'avais pas prévu, c'est l'appel de Julien 3 semaines après la signature. Pas pour parler d'argent. Julien et Sandrine s'étaient séparés. Il avait pris un appartement à Lyon dans le Septem. Ils avaient entamé une procédure de médiation familiale pour la garde d'Hugo. « Maman, est-ce que je peux venir te voir ce week-end » Il est arrivé un samedi matin avec des croissants et les yeux cernés de quelqu'un qui ne dort plus vraiment. On s'est installé dans le jardin. Les cigales chantaient déjà fort pour un mois de septembre. J'ai tout relu, maman. Tous les messages que je t'avais envoyés pour te demander de l'argent, je ne me souviens même pas de certains. Je ne me souviens pas d'avoir été comme ça. Tu étais amoureux et quelqu'un guidait les demandes sans que tu t'en rendes compte. Ça ne m'excuse pas. J'aurais dû te voir. J'aurais dû te défendre. Il regardait le figuier au fond du jardin, celui qu'il avait aidé à planter à 12 ans. Papa aurait eu honte de moi.
Ton père avait ses propres faiblesses, Julien. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. On a parlé longtemps, de René, de l'enfance, de ces années après le décès où j'avais travaillé si fort que je rentrais parfois quand il dormait déjà. Il m'a dit des choses que je ne savais pas, comment il avait eu l'impression de me perdre lui aussi à ce moment-là, comment il avait cherché dans Sandrine une assurance que le monde était solide. Je l'ai écouté sans me défendre. Ce n'était pas le moment de se défendre, c'était le moment d'entendre. Et Hugo ? J'ai demandé. La médiatrice pense qu'on peut trouver un accord, 1 semaine sur 2. Et je veux qu'il te voie souvent, maman. Il a besoin de toi. Cette phrase. Il a besoin de toi, pas de l'argent, de moi. Depuis ce jour, les choses ont pris une forme nouvelle, inattendue. Julien vient à Villeneuve un dimanche sur 2 avec Hugo. Mon petit-fils connaît maintenant chaque recoin du jardin. Il sait où vivent les lézards le long du mur. Il sait que sous le figuier, il fait toujours frais même en plein été. Il me demande des histoires sur Papy René que je lui raconte en choisissant les meilleures. J'ai fait une chose à laquelle je pensais depuis longtemps sans jamais me l'autoriser. J'ai pris des cours de poterie au centre culturel de la ville. Le mardi soir, pendant 2 heures, je travaille l'argile avec des gens qui ne me connaissent pas sous le rôle de mère ou de grand-mère ou d'ancienne comptable. Je suis juste Françoise, qui rate ses bols et qui s'en amuse. Ma voisine Michel, avec qui je partageais une haie de thuillas mais pas grand-chose d'autre depuis 15 ans, m'a arrêté un matin pour me demander si j'allais bien. Elle avait remarqué que je sortais plus souvent. On a fini par boire un café ensemble. Puis 2. Le mardi, maintenant, on va au marché ensemble avant mes cours de poterie. Un soir, Julien m'a appelé juste pour me raconter sa journée. Rien d'important, un collègue qui l'avait fait rire, un embouteillage absurde sur le périphérique. Il a parlé 10 minutes, je l'ai écouté. Avant de raccrocher, il a dit « Merci maman ». Je lui ai demandé pourquoi, pour avoir été courageuse quand je ne l'étais pas. J'ai regardé par la fenêtre après avoir raccroché. Le jardin était dans l'ombre bleue du soir, les roses commençaient à se fermer. J'ai pensé à ce matin de juin avec le sac bouclé et le message sur l'écran. À tous les matins avant celui-là où j'avais avalé quelque chose de douloureux en me disant que c'était normal, que c'était ça l'amour maternel, que demander plus aurait été être encombrante. J'avais 62 000 € à récupérer en 4 ans. J'avais un fils qui réapprenait à être mon fils. J'avais un petit-fils qui savait où vivent les lézards dans mon jardin. Et j'avais, pour la première fois depuis très longtemps, le sentiment que ma vie m'appartenait. J'avais mis une chose importante au clair. Dans ces mois de procédure et de silence et de reconstruction, aimer un enfant, ce n'est pas lui laisser croire qu'on n'a pas besoin d'être respecté. C'est exactement le contraire. Lui montrer comment on se respecte, c'est lui apprendre ce que le respect veut dire. Et ça ne s'enseigne pas avec des mots, ça s'enseigne en agissant. Un après-midi, Hugo m'aidait à arroser les tomates avec le petit arrosoir vert qu'on avait acheté exprès pour lui. Il s'est redressé, la salopette tachée de terre, et il m'a regardé avec ce sérieux des enfants qui s'apprêtent à dire quelque chose d'important. « Mais Françoise, pourquoi t'as un grand jardin si t'es toute seule ?» Je me suis accroupie pour être à sa hauteur, parce que je savais que tu allais venir l'arroser avec moi. Il a réfléchi une seconde, puis il m'a tendu l'arrosoir en souriant. « Alors il est bien, ton jardin. » « Il est bien mon jardin. Et ma vie aussi. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à ma place? Et surtout, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Vous ne savez pas à quel point cela nous touche de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran raconte une autre histoire que beaucoup d'entre vous n'oublieront pas de sitôt.